Bonjour, bienvenue sur le salon Stratego qui se déroule aujourd'hui, jeudi 9 octobre, au Parc des Expositions de Strasbourg. Et bienvenue à cette table ronde consacrée à l'usine du futur. Alors, nous avons sur cette table ronde, pour parler de ce sujet de l'usine du futur, tout d'abord un étudiant, Maxime Villinger, qui est l'auteur de ce drone qu'on peut peut-être montrer en action. Vous allez voir ça tout de suite et ça va nous plonger dans l'univers de l'usine du futur. Voilà. Alors, Maxime, le drone vous a reconnu puisqu'il s'est dirigé vers vous, car vous êtes le concepteur de ce drone. Tout à fait. On le voit en action. Alors, expliquez-nous, vous êtes concepteur de ce drone. C'est quoi? C'est un projet professionnel, personnel Non, c'est pas réellement un projet professionnel. Disons que c'est plutôt une expérience que j'ai fait dans le cadre des études dans mon école. On nous met à disposition plusieurs matériels innovants, par exemple un drone, l'appareil que j'utilise pour le contrôler avec les mains. Je sais pas si on le verra après. Et du coup, ouais, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec ces deux appareils. C'était vraiment pour m'amuser, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est bien de présenter ça sur un salon. Ça permet un peu de montrer un peu ce qu'on fait dans notre école et de montrer ce qu'on est capable de faire, nous, étudiants. D'accord, donc vous avez connecté un pilotage manuel, on l'a vu à l'image là pendant que vous parliez, avec le drone, donc piloté juste par les mouvements des mains. Vous êtes dans une école qui s'appelle Epitech, deux mots sur l'école? Epitech, tout à fait, ouais. Donc il se trouve où? Elle se trouve à Strasbourg et dans plusieurs villes en France, dont Paris, et plusieurs villes de province, partout, quoi. Voilà, école d'ingénieurs, école... C'est une école d'ingénieurs en informatique dans un premier temps, et dans un second temps, pour les étudiants en année supérieure, c'est aussi une école d'innovation, donc ils ont la possibilité de développer des projets en partenariat avec des professionnels et des entrepreneurs, des investisseurs, c'est... voilà. D'accord, bah écoutez, merci Maxime Villinger, vous êtes sur un stand je crois d'Epitech, je vais vous laisser retourner sur le stand, en tout cas merci pour cette innovation Merci à vous. qui est vraiment intéressante et impressionnante. Hein. Merci. Voilà. Très bien, messieurs, donc on va parler de l'usine du futur. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau à ma gauche Christophe Moignet, qui est directeur régional industriel pour Siemens, hein, directeur. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Bonjour Christophe Moignet. Bonjour. Nous avons avec nous Jean-Luc Sifferlin, qui est patron d'une entreprise spécialisée dans la menuiserie, hein, c'est ça, la menuiserie. La menuiserie. D'accord. Et on en saura un petit peu plus. Et Eric Bonin, qui est directeur industrie à la CCI de Région Alsace. Bonjour. Alors Eric, je vais commencer par vous. Usine du futur, usine 4.0, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'articles de presse en ce moment. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous rendre ce concept un peu plus concret? Oui, bien sûr, je vais essayer de donner quelques éléments. On parle beaucoup d'usine du futur, c'est un concept, c'est une projection, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est déjà une réalité. Alors à quoi ça sert l'usine du futur? L'usine du futur, ça sert à soutenir la compétitivité des entreprises. Par quel biais? Sur l'aspect produire mieux et moins cher. Réduire également le temps du time to market, c'est comment on développe plus rapidement un produit, on le positionne sur son marché, sur des marchés généralement qui sont sur des séries plus petites, et aussi améliorer la flexibilité, c'est-à-dire accéder à des commandes dont on ne pourrait pas accéder actuellement, vraiment être modulable, configurable pour s'adapter à chaque demande du client qui peut être variable en fonction de la saisonnalité, en fonction d'une personnalisation, des choses qui n'existaient pas forcément de manière aussi marquée que maintenant. Et d'une manière générale, l'usine du futur, bon, elle est étendue, elle est ouverte à ses sous-traitants, à ses donneurs d'ordre et à ses clients. Elle est plus flexible, donc petite série, et elle est aussi connectée éventuellement avec d'autres partenaires qui peuvent faire une complémentarité dans la production. Donc voilà en quelques lignes, mais c'est vraiment une réponse aux problématiques des dirigeants de manière très pratico-pratique et déjà mise en œuvre dans un certain nombre d'entreprises. D'accord, donc l'objectif c'est d'être plus compétitif, c'est de mieux se positionner sur le marché, c'est d'être plus réactif par rapport aux clients et on n'a pas de solution unique finalement, c'est à chacun de trouver une solution dans son entreprise. Tout à fait, il n'y a pas de solution standard. Chacun va développer sa solution en fonction de sa taille, en fonction de ses clients, voire aussi avec des prédispositions en fonction de l'endroit où on se trouve. En Alsace, nous sommes proches de l'Allemagne et de la Suisse, qui sont quand même des partenaires de bon niveau. L'usine 4.0, elle vient quand même un peu de l'Allemagne. La Suisse, c'est quand même une des régions les plus innovantes au monde. Donc travailler également dans un contexte de collaboration avec des clients allemands, suisses ou français en local. On arrive à ouvrir le champ du possible, à trouver d'autres solutions et
à se projeter dans cette usine du futur. D'accord. Imaginez de nouvelles solutions. Alors je crois, non, je suis persuadé que c'est ce qui est en train de se passer chez Siemens. 7000 salariés en France, 300 000 salariés dans le monde. Le groupe Siemens est évidemment engagé dans ce concept et même dans une démarche d'usine du futur. Et Christophe Monnier, vous allez nous en dire davantage parce que c'est une démarche qui prend des allures tout à fait concrètes. Oui, tout à fait. Alors, concrètement, de l'autre côté du Rhin, il y a déjà un laboratoire grandeur nature qui a été mis en place, auquel participe Siemens, donc avec des industriels. Côté français, c'est en train de se décliner puisque le gouvernement actuel a mis en place le plan 34, dont une des mesures est effectivement l'usine du futur. Cette usine du futur, comme vous le disiez et comme le rappelait M. Bonin, est concrètement fait d'un ensemble de jalons. Ce n'est pas demain qu'on aura une usine totalement intégrée. Il faut définir les besoins. Il y a des briques qui correspondent à certains besoins, d'autres qui ne correspondent pas. L'usine du futur est dans le concept, en fait, effectivement une optimisation des ressources à disposition de l'entreprise et une réponse un peu plus efficace par rapport aux besoins du marché. D'accord, alors c'est très connecté quand même. On a vu le drone tout à l'heure, c'est pas tout à fait par hasard, parce que j'ai pu voir une vidéo qui est développée par Siemens sur ce concept, une vidéo un peu idéalisée, mais enfin c'est quand même une usine peut-être qui existera réellement dans 5 ans, dans laquelle on voit effectivement un opérateur muni de Google Glass qui vérifie l'usure d'une pièce de machine, qui vérifie en stock qu'elle soit bien disponible, qui se met en communication avec le responsable de stock, et celui-ci prend la pièce qui est une pièce de perçage et la confie à un drone qui passe dans l'usine et qui va exactement la livrer au bon endroit devant la machine sur laquelle elle doit être changée. Donc voilà aussi ce clin d'œil du drone. Donc en Allemagne, si j'ai bien compris, il y a un Fab Lab, une expérimentation très concrète avec des choses très concrètes. Tout à fait. L'Allemagne a commencé depuis un certain nombre d'années l'usine du futur, ou l'usine 4.0 comme nous l'appelons chez Siemens, avec la mise en place d'éléments, mais qui sont déjà existants au quotidien. On ne part pas d'une feuille blanche. Il faut savoir que c'est l'interconnectivité entre les différentes briques dont on parle. Alors, quand je parle de briques, je prends tout simplement un logiciel de conception. Une machine qui sert, vous parliez tout à l'heure de la machine de tournage ou de fraisage, peu importe. La connexion entre le logiciel de conception et cette machine est déjà dans le concept usine du futur, parce qu'actuellement vous avez des bureaux d'études qui conçoivent d'un côté, des programmateurs qui font de l'autre côté la transcription de ce que le bureau d'études a imaginé, et derrière la production qui le met en musique. Oui. Le but, c'est concrètement que lorsque la pièce est dessinée, la machine l'interprète directement et soit en mesure de la produire à la demande. D'accord, donc c'est une vraie connexion entre toutes les fonctions, entre toutes les étapes aussi d'élaboration d'un produit dans l'entreprise. Tout à fait, tout à ça. fait. C'est réellement l'interconnectivité des éléments qui sont déjà actuellement à disposition, avec l'ajout de nouveaux éléments. On a vu des tablettes pour piloter des drones, les drones qui arrivent effectivement, qui se démocratisent, pourquoi pas. Ce sont des évolutions réellement futures. Encore une fois, le concept d'usine du futur est quelque chose qui en est assez balbutiement, puisque ce sont des briques que nous essayons de faire communiquer les unes avec les autres, qui répondent à des problématiques de terrain aussi. C'est bien de l'avoir en atelier, en plateforme, mais il faut que concrètement, ça réponde aux besoins concrets des utilisateurs. Et puis, pourquoi pas, d'ici, comme vous le disiez, 20, 30 ans, avoir quelque chose de totalement intégré du début de la chaîne, à savoir de l'utilisateur final, qui remonte toute la chaîne de production et finalement la conception et le producteur. D'accord, donc on est vraiment sur l'optimisation du process de production, des étapes et des charnières entre les différentes étapes d'un process de production, l'intégration du numérique, vous l'avez dit, d'échange de données numériques et pourquoi pas du pilotage avec des éléments numériques comme on le voit dans votre vidéo, quoi. Tout à fait, l'échange en temps réel et puis l'optimisation en fait, des flux d'informations pour pouvoir répondre aux besoins. D'accord, très bien. Éric Bonin, donc Siemens, 7000 salariés en France. Alors est-ce que l'usine du futur est à la portée des PME aujourd'hui, et des PME alsaciennes notamment? Oui. Alors juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que sur l'usine du futur, ce qui la caractérise, on va dire en 4 piliers, c'est la production flexible, la capacité à faire des petites séries, à réagir, la partie numérique, la partie communicante, intersite, la partie également humain augmenté,
engager davantage les salariés dans la démarche, dans la gouvernance de l'entreprise, et également travailler sur des choses qui existent déjà, qui sont l'optimisation des ressources, les achats, gestion des déchets, également optimisation énergétique, qui sont souvent des premiers leviers qui permettent de lever déjà des sommes pour faire autre chose. Ensuite, pour répondre à la question, est-ce que c'est déjà mis en place dans certaines entreprises en Alsace? Oui, ça l'est notamment dans des entreprises, par exemple, de la plasturgie, qui ont des productions flexibles, qui peuvent s'adapter à des saisonnalités, qui modifient leurs machines pour avoir des cadences plus élevées, qui ont des cycles d'amenage de produits en sous-sol, avec des barrières pour changer les matières, enfin des choses assez proches du drone qu'on a vu tout à l'heure, mais qui se mettent en place. Alors souvent c'est l'héritage ou également de synergies interfiliales par rapport à des groupes européens, ou des gens qui, dans leur conception interne, ont vraiment travaillé cet aspect, comme on va le voir également tout à l'heure par rapport à M. Sifferlin. Donc ça c'est par rapport à la plasturgie. Ce qu'on voit également, c'est des entreprises alsaciennes qui gèrent très fortement leurs déchets, des entreprises notamment de tout ce qui est textile, qui récupèrent notamment des bouteilles de PET à 99%. Ils sont juste limités par rapport, on va dire, à la pigmentation de la matière. Et je dirais également dans l'agroalimentaire, on a des retours d'expérience assez intéressants également sur la gestion des ressources humaines, avec notamment des entreprises où il fait bon travailler, et c'est un axe non négligeable. On a une entreprise justement qui nous a fait un retour. Sur 91% de leurs salariés savent ce qui est attendu d'eux, 80% peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, 82% se sentent encouragés à prendre des initiatives. Alors ça peut sembler anodin, mais c'est quand même assez moteur dans l'entreprise. Et l'usine, elle est numérique, elle est flexible, elle est connectée, mais c'est aussi les ressources humaines, un axe non négligeable sur lequel il faut également travailler. Il y a également de la marge, et peut-être une spécificité un peu française. D'accord, on sent bien qu'il s'agit vraiment de recherche de compétitivité à tous les niveaux. Vous l'avez dit, le personnel, enfin les collaborateurs peuvent être effectivement une source de compétitivité quand on leur donne l'occasion d'exprimer tout ce qu'ils savent faire, et je pense qu'on va en parler aussi. De compétitivité également sur les coûts, vous l'avez dit, l'énergie, la maîtrise des dépenses énergétiques, des déchets, tout ce qui génère finalement des coûts dans l'entreprise, et puis l'ouverture de nouveaux marchés avec des cadences ou une flexibilité qui permet d'ouvrir peut-être à des clients un segment de clientèle qu'on ne pouvait pas satisfaire auparavant parce qu'on restait dans une grande série qui n'était pas adaptée à ce type de client. Ou qui n'est pas accessible par rapport aux machines standards, quoi. Il faut les remodifier en interne pour accéder à ces marchés-là. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus souvent également dans les entreprises. Voilà, alors du coup, c'est vrai que ce concept qui paraît très compliqué au départ, c'est faire appel à la créativité, c'est faire appel à l'imagination du chef d'entreprise qui dans son entreprise va trouver surtout ces 4 piliers, sur ces 4 pistes des améliorations. C'est ce que vous avez fait, Jean-Luc Sifferlin. On trouve des drones dans votre entreprise aussi? On ne trouve pas des drones, mais on trouve des drôles. On trouve des drôles. Il y a l'air d'avoir effectivement une ambiance partagée et une bonne culture d'entreprise chez vous. Non, mais quand on entend M. Monnier par rapport à la taille de Siemens et tout ce qu'ils mettent en place, en fait, je ne vais pas dire qu'on a fait la même chose, mais intuitivement, on est arrivé à la même conclusion et on est une entreprise artisanale de 20 personnes. Donc aujourd'hui, de la conception à la fabrication, tout est relié informatiquement, tout est en réseau. Les gens la personne qui conçoit, elle est directement connectée à la machine qui produit. Donc en fait, on a considérablement simplifié les risques d'erreur, on a simplifié le travail des collaborateurs. Ils n'ont plus besoin, eux, de décider est-ce que je coupe 3 mm de plus, de moins, enfin toutes ces choses qui peuvent leur donner le sentiment d'être agressés et de prendre un risque. Parce qu'ils vont faire quelque chose dans un atelier qui va être posé par quelqu'un d'autre sur un chantier. L'interface entre les deux, elle ne se fait pas. Si l'interface elle est gérée par un outil numérique qui n'est pas discutable, il n'y a aucune discussion. C'est précis, tout fonctionne. On en est aujourd'hui, comme on a compris cette philosophie, on essaye de l'amener. Ce matin, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de traçabilité de quincaillerie qu'on commandait chez notre quincailler. Aujourd'hui, sur 2 cartons, bêtement, il a oublié de marquer le nom de référence du client. Et les cartons se sont promenés dans l'atelier, ça nous a fait perdre 5 minutes, mais c'est juste, on essaye de chasser jusqu'à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où avec notre quincailler, on aura mis en place une vraie traçabilité et une vraie commande et une vraie liste et un vrai nom sur un carton, on aura réglé d'énormes quantités de problèmes qui pourraient apparaître dans l'atelier.
D'accord, c'est vraiment anticipé. Je rappelle, donc vous êtes spécialisé Nous, on est menuiserie, vous menuisier. fabriquez en produit final Nous, c'est l'autre aspect de notre production. On n'a pas de production dédiée, on n'a pas de production établie. On est des Suédois sur mesure. Les Suédois sur mesure. Non, mais c'est pour parler d'un autre Suédois. On fait du Suédois, mais on le fait complètement sur mesure. D'accord. Mais dans le principe de fabrication, on est complètement comme eux. C'est-à-dire que tout est calculé, précis, pré-percé, pré-usiné, enfin tout est pré-construit pour faciliter la suite du process, l'assemblage et la pose. C'est une démarche que vous avez entreprise récemment, c'est une culture d'entreprise? Non, je crois que c'est un truc qu'on fait pas, c'est un truc que je fais depuis 10 ans. Petit à petit, je me suis rendu compte que ça faisait partie des choses qui nous facilitaient la vie. C'est par pur, comment on va dire, c'est pas par fainéantise, mais c'est par confort. À partir du moment où tout est noté, où les pièces sont numérotées, où les indications sont données, vous enlevez vous débarrassez de gros soucis. Voilà. La différence entre Sifferlin et Siemens, c'est que eux, ils ont les moyens, les hommes, pour pouvoir mettre ça en place, et nous, on y avance tout doucement à tâtons, parce que personne nous aide et personne n'applique cette philosophie. Oui, c'est plutôt vous y allez de manière intuitive et empirique, en constatant les choses sur le terrain. C'est complètement ça. Et c'est comme ça que vous construisez votre usine du futur. Votre personnel est impliqué dans la démarche? Comment il est impliqué dans la démarche dans le sens où il en profite. Il a compris qu'il pouvait en profiter. À partir du moment où ils ont compris ça, ils adhèrent à la démarche. Il a fallu un peu de temps pour les transformer. Mais aujourd'hui, ils ne reviendraient plus en arrière, clairement. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, on peut faire un chantier à Paris sans faire 1 kilomètre en voiture. C'est-à-dire qu'on optimise la prise de cote et la fabrication pour que les poseurs qui partent en TGV, le matériel qui part par transporteur, soit posé sans souci. D'accord. Comme on arrive à faire ça, on devient de plus en plus efficace et avec un grand rayon d'action. D'accord. Mais c'est 10 ans de mise en place sans vraiment savoir vers quoi on allait, quoi. Clairement, c'était pas un objectif puisque je connaissais pas l'objectif. C'est empiriquement, on a empilé les trucs, on a essayé et puis aujourd'hui on a validé les choses qui fonctionnent. On en est encore à régler les problèmes de quincailliers et d'autres fabricants de matériaux, mais c'est un effort constant, quoi. C'est un effort constant, mais tout le monde a compris l'intérêt et donc l'effort est moins contraignant puisque tout le monde a bien senti l'intérêt qu'il y avait de travailler comme ça. Il y a moins de stress, il y a moins d'énervement, les choses sont précises, sont calées. On en revient à de la productique d'usine, de grosses usines, mais appliquée à l'artisanat. Et en fait, nous, on a prouvé que c'était applicable à l'artisanat. Très bien, merci Jean-Luc Sifferlin pour ce témoignage. Donc, on constate effectivement que l'usine du futur, c'est Siemens, ce sont les grands groupes. Ce sont aussi les PME qui s'y mettent, hein, un bel exemple. On a bien compris qu'il s'agit d'optimisation. Au-delà d'images qu'on peut avoir, et on en a des exemples en Alsace de process de production. Le président de la CCI parlait tout à l'heure d'une unité de torréfaction qui peut être pilotée par son patron à distance avec son iPad ou son iPhone. C'est une réalité aujourd'hui. Au-delà de ça, on a des efforts vraiment d'optimisation au quotidien dans les process de production qui rendent nos entreprises compétitives sur le terrain. Alors Eric Bonin, je me retourne vers vous, la Chambre de commerce et d'industrie. Dans ce domaine, on sent bien qu'il y a un potentiel de compétitivité pour les entreprises alsaciennes. Que peut faire la CCI pour les aider à avancer dans ce domaine de l'usine du futur? Tout à fait, en concertation avec l'État et la région, nous menons des actions. On est en cours de formatage de cette action. Déjà, la première chose, c'est déjà de bien connaître les entreprises, de savoir quels sont leurs sites de production, comment ils fonctionnent, pour capter les bons retours d'expérience, identifier les gens qui sont leaders ou qui sont proches de l'asymptote haute des 4 piliers, parce que tout ça c'est aussi un travail de terrain, d'aller voir qui fonctionne comment, de collecter, d'identifier. Donc en concertation avec la région, on a été mandaté pour notamment identifier ce qu'on appelle une communauté de leaders d'entreprises alsaciennes, une vingtaine, qui sont particulièrement matures sur un des 4 piliers, sur 2 ou sur 3, parce qu'on est rarement bon sur les 4. Donc pouvoir également échanger sur des secteurs qui sont souvent non concurrentiels, hein, ça peut être l'agroalimentaire avec le textile, pour ouvrir le champ du possible, s'étonner les uns les autres et travailler en concertation. Ça, c'est par rapport aux utilisateurs. Ensuite, ils auront un rôle d'effet de démocratisation vers des entreprises plus petites.
Et là, on a aussi comme projet de suivre une vingtaine de PME qui sont intéressées pour aller vers le concept d'usine du futur sur les 4 piliers qu'on a évoqués. Donc là, il y aura également des moyens qui seront mis à disposition pour soutenir ces 20 entreprises. Ensuite, il y a une volonté aussi d'aller plus loin, pas forcément d'aider uniquement les entreprises, mais également essayer de travailler sur toute la chaîne de valeur. De regarder qui sont des offreurs de solutions, qui sont des intégrateurs, les identifier aussi. Et donc une quinzaine d'offreurs de solutions, ça peut être des capteurs intelligents, des éléments de process, seront également soutenus pour proposer une offre alsacienne d'offre de service 4.0 ou d'intégrateurs. Donc ça, c'est également une action qui va se mettre en place. Et la dernière, c'est plus sur le long terme, c'est suivre des labos ou des centres de R&D alsaciens qui travaillent sur des thématiques en proximité pour les soutenir et les aider également dans le long terme. Donc là, la volonté, c'est vraiment de pas forcément d'avoir des usines 4.0 qui sont alimentées par des éléments hors Alsace, mais également de recentrer avec des fournisseurs et d'avoir notre propre recette de proximité. Parce que ça favorise, comme on l'a dit tout à l'heure, le co-développement. Quand on est à 50 km, 20 km, on va souvent un peu plus loin que si on est à l'autre bout du monde. Après, un autre aspect effectivement très important dans cette démarche-là, c'est une démarche de concertation de tous les acteurs. Les CRT, les écoles d'ingénieurs, on a des ressources comme Télécom Physique, comme l'INSA. On a des pôles, on a également d'autres parties prenantes. Donc la volonté aussi, là où ça va être déterminant, c'est d'arriver à travailler tous en synergie. C'est pour ça que j'invite également tout le monde à se rapprocher de l'espace qui est juste derrière, où sont présents tous les pôles, tous les CRT, toutes les écoles d'ingénieurs, pour également voir quelles sont les ressources disponibles sur le territoire, échanger. Ils sont tous là aujourd'hui. Et ça peut être le démarrage également de votre projet d'usine du futur. Une mobilisation des acteurs régionaux autour de ce concept. Du concept, tout à fait, pour l'intégrer le plus possible en Alsace. Très bien. Merci messieurs, merci à vous. On en sait un peu plus aujourd'hui sur ce concept d'usine du futur. À défaut de drone, on a bien compris qu'il fallait prendre de la hauteur pour avoir un regard sur son process de production et arriver à l'optimiser au quotidien. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres tables rondes, et notamment une table ronde sur l'innovation sociale. A plus tard.